Certains se ruent vers l'or, pendant que d'autres vendent des pioches. Dans cette course effrénée vers l'intelligence artificielle, une entreprise s'est rendue indispensable. Ces pioches à elle, ce sont des puces composées de milliers de cœurs qui parallélisent des calculs complexes. Elles jouent désormais des coudes avec Microsoft et Apple pour savoir laquelle sera l'entreprise la plus puissante du 21e siècle. Cette entreprise, c'est Nvidia. Et derrière ce succès se cache bien plus qu'un visionnaire, un homme, sa veste en cuir et un hamburger. Que tu le saches ou pas, ces décisions impactent déjà ton futur. Alors comment cet homme a-t-il réussi à passer de simple employé de fast-food à CEO de l'entreprise la plus puissante du monde et qui pèse 3 trillions de dollars? Comment un fabricant de cartes graphiques pour les jeux vidéo est-il devenu le leader incontournable de l'intelligence artificielle? Que tu le veuilles ou non, ton destin est lié au sien. Je vais te parler de la grande conquête de Jensen Huang. Do you like my jacket? C'est de cette façon que Jensen a commencé sa keynote du CES 2025 à Las Vegas. D'ailleurs, j'y étais et je peux vous confirmer que sa veste, ouais, elle est très belle. C'est la première fois que je le vois en vrai. Devant des milliers de spectateurs, le Taylor Swift des semi-conducteurs a fait le show pour montrer les dernières innovations de son entreprise. Et qu'on ne s'y trompe pas, une boîte du calibre de Nvidia ne peut pas se permettre d'avoir un CEO en t-shirt, jean et New Balance. L'uniforme est capital. Steve Jobs et son col roulé noir nous disaient « Regarde ma sobriété, mon élégance, elle n'a d'égal que le design de mes produits ». Zuckerberg, lui, passe du nerd concentré sur l'essentiel à une image plus travaillée qui crie au monde entier que sa virilité est désormais plus affirmée. Jensen et sa veste qui brille de mille feux nous parlent, eux, d'audace et de succès. D'ailleurs, il y a fort à parier que le prix des tenues de Jensen est corrélé à la valorisation boursière de Nvidia qui a littéralement explosé ces dernières années. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Jensen est aujourd'hui sur le toit du monde et pour cause. Tout le monde s'arrache ses puces. Si vous jouez aux jeux vidéo, si vous avez déjà utilisé un agent conversationnel comme ChatGPT ou le chat, si vous minez de la crypto-monnaie, on sait jamais, ou si vous avez vu Inception, vous avez forcément déjà fait fonctionner une carte Nvidia, y compris peut-être en écoutant cette vidéo YouTube, de manière directe ou indirecte dans des serveurs d'une grande entreprise. Et bien tout ça, c'est grâce à Jensen, qui incarne mieux que personne le rêve américain. Le petit Jensen naît à Taïwan en 1963, d'une mère institutrice et d'un père ingénieur. Bien que Taïwan connaisse une forte croissance économique, les perspectives restent limitées pour les familles de la classe moyenne qui souhaitent offrir à leurs enfants des carrières internationales. C'est son père qui décide d'envoyer ses enfants aux États-Unis, en raison du climat politique tendu qui régnait à l'époque à Taïwan. Jensen, lui, part avec son frère pour rejoindre leur oncle fraîchement installé là-bas. Les deux jeunes Taïwanais arrivent dans le Kentucky, sacré choc culturel pour des enfants de 9 ans. Son oncle, lui, pensant les inscrire dans une école sérieuse, les envoie à l'Oneida Baptist Institute. Il réalisera trop tard qu'il s'agissait en fait d'un établissement pour jeunes en difficulté et que c'est pas du tout là-bas que se trouve la future élite de la nation. Jensen y nettoyait les toilettes tous les jours. C'était une tâche obligatoire pour les élèves de cette école pour leur apprendre la discipline. Et il faisait ça tout en subissant les moqueries de ses camarades, dû à son statut de jeune immigrant. Et c'est dans ces moments-là, loin de ses parents et le nez dans la cuvette, qu'il commence à forger son caractère. Depuis ce jour, plus aucune tâche ne sera indigne pour lui. Il y développe un sens de l'effort hors du commun et un besoin viscéral d'excellence. Always a straight A students, always did my homework before I went out, but I was always pushing the boundaries. Quelques années plus tard, ses parents le rejoignent enfin aux États-Unis et Jensen passe au lycée. C'est un élève brillant, il saute 2 classes et décroche le bac à l'âge de 16 ans. C'est aussi à cette période qu'il commence à travailler chez Denny's, une célèbre chaîne de fast-food aux États-Unis. 1978. Alors âgé de 15 ans, le jeune Jensen Huang devient plongeur puis serveur. Jensen est souvent nostalgique lorsqu'il parle de son temps dans la chaîne de fast-food. Ce travail lui a permis de sortir de sa timidité, d'améliorer ses relations sociales et d'apprendre à travailler dur, très dur. Mais plus important encore, c'est là-bas qu'il a appris ce qu'est un roulé de saucisse. I learned about pigs in a blanket at Denny's. This is exactly how I eat pancakes. To this very day. Parce que son histoire avec la chaîne de fast-food, elle est loin d'être terminée, mais on y reviendra plus tard. Il poursuit ses études à l'université d'Oregon, parce qu'elle est financièrement plus abordable que d'autres universités. Il y étudie le génie électrique et l'informatique, mais c'est pas l'information la plus importante. C'est surtout là-bas qu'il rencontre celle qui deviendra la femme de sa vie, Lori Mills. Il a alors 17 ans et elle 19. Il disait qu'il était le plus jeune ado de l'école et sur 250 élèves, il y avait seulement 3 filles. Alors pour l'approcher, il fait un move digne des comédies romantiques américaines les plus éculées. Il lui propose de l'aider à faire ses devoirs, tout simplement. Il se date alors tous les dimanches
dimanche et une bonne note en amenant une autre, ils finissent par sortir ensemble. C'était plus efficace peut-être que Tinder aujourd'hui. Bon, après les études, Wang et Lori, ils mettent le cap vers la terre promise, la Silicon Valley. À 21 ans, Jensen bosse chez AMD, où il conçoit des microprocesseurs. On reparlera d'AMD plus tard aussi. Mais pour l'instant, sa vie est plutôt tranquille, tellement qu'il en profite pour suivre des cours du soir à Stanford et avoir 2 enfants avec Lori, Spencer et Madison. Mais quand il apprend qu'une entreprise nommée LSI Logic révolutionne la conception de puces, il saute sur l'occasion et rejoint la boîte. Là-bas, il collabore avec Sun Microsystems sur des accélérateurs graphiques et se lie d'amitié avec 2 ingénieurs, Chris Malachowski et Curtis Priem. Ils bossent alors ensemble d'arrache-pied pour finaliser un accélérateur qu'ils appelleront le GX Graphic Engine. Et ça devient un gros banger à sa sortie en 89. Les revenus de Sun passent de 262 millions de dollars en 87 à 656 millions en 1990. Jensen a alors une belle promotion et passe directeur chez LSI pendant que ses potes, Chris et Curtis, commencent à avoir des envies d'ailleurs. Après tout, ils sont la clé du succès de Sun. Alors pourquoi ne pas fonder leurs propres entreprises? Ils commencent alors à réfléchir autour de la vision de leur boîte et demandent à Jensen de leur filer un petit coup de main. Il les aide à brainstormer, mais ne souhaite pas rejoindre l'aventure qu'il juge trop risquée pour l'instant. Ouais, il a 2 jeunes enfants à charge, il a une belle carrière qui l'attend chez LSI Logic, donc pour lui, ça va. Mais à force d'insister, Chris et Curtis, ils vont finir par le convaincre. En 1993, dans un Denny's, la même chaîne de fast-food qui a vu Jensen laver des assiettes au 2484 Beresa Road à San José, en plein cœur de la Silicon Valley, où les 3 collègues de bureau avaient l'habitude de se réunir, ils cofondent ensemble le projet NV pour Next Version, pour marquer d'entrée de jeu leur objectif, construire le futur. D'ailleurs, ce Denny's est devenu tellement emblématique, il y a même une plaque au-dessus de la table de la dite réunion. Bon, du coup, après des litres de café, leur vision elle est enfin claire. Tout le monde dans la Silicon Valley voit venir l'ère des ordinateurs personnels. IBM et d'autres travaillent déjà à le rendre accessible au grand public. Les 3 comparses ont misé sur ce qui allait suivre, l'explosion du jeu vidéo. Et du coup, s'ils sont convaincus d'avoir trouvé là leur vocation, la mère de Jensen, elle est pas tout à fait du même avis. Et elle a raison d'être frileuse. À cette époque, c'est plutôt les consoles qui ont la cote et non pas les ordinateurs. On se rappelle de la NES, qui a marqué l'histoire du jeu vidéo avec des jeux comme Super Mario Bros ou la Sega Mega Drive avec des jeux emblématiques comme Sonic. Donc miser sur l'arrivée des jeux vidéo sur PC ressemble plus à un pari risqué qu'à une option viable. D'abord parce que techniquement, les PC n'ont pas la puissance nécessaire pour faire tourner de gros jeux. Qui plus est, lorsque l'on veut avoir une expérience 3D satisfaisante. Et ensuite parce que les consoles constituent un chiffre d'affaires supplémentaire dont les éditeurs de jeux ne veulent surtout pas se passer. Pourquoi avoir un PC qui pourrait faire tourner les jeux de tout le monde? Les gens n'auraient plus d'intérêt à acheter leur console. Mais ces informations ne perturbent en rien la vision de nos 3 lascars et Jensen en tête. De toute façon, ils se lancent pas dans l'entrepreneuriat pour se battre pour des parts de marché. Eux, ils veulent créer des choses qui n'existent pas. Vivre une vie exceptionnelle et laisser sur Terre une trace que l'histoire ne peut pas oublier. We had a vision for NVIDIA that we could be the most important, the most relevant 3D graphics company in the world. Pour Curtis et Chris, c'est une évidence. Jensen est le CEO qu'ils cherchaient. Curtis prend lui le rôle de CTO et Chris endosse le rôle des opérations. Et pour partir à la conquête du monde, il ne leur manque plus qu'un nom et de l'argent. Beaucoup d'argent. Bon, le nom, c'est le plus facile, mais c'était obligatoire pour faire les papiers de la société. C'est en repartant des 2 lettres de Next Version qu'ils cherchent un nom. Au début, ils pensent au nom Envision. Mais malheureusement, c'était déjà pris par une marque de papier toilette. Puis, c'est Jensen qui a proposé Nvidia, en prenant pour racine le mot Invidia, nom de la déesse mythologique romaine de l'envie, à qui ils ont juste retiré le i. Bon, l'argent, en revanche, ils l'ont pas encore. Et comme on préfère toujours prendre des risques avec l'argent des autres, Jensen décroche son téléphone et fait appel à son ancien boss chez LSI, Wilfried Corringan. Bingo, Wilfried, lui, il a le bras long et il met en relation avec Don Valentine, le fondateur de Sequoia Capital, une société de capital risque qui investit justement dans les startups. Alors Jensen et ses 2 potes, ils vont voir Don et ils lui font le pire pitch de l'année. Le pire. Bah, c'est normal. Après tout, c'est des gros geeks, les gars, et c'est pas des marketeux, quoi. Ils construisent des puces, je vous rappelle. Les choses, elles ont bien changé depuis, mais à ce moment-là, ils ont plus l'habitude de manipuler des transistors que des financiers, quoi. Et la chance qu'ils ont, c'est que Don, il a une confiance aveugle en Wilfried. Et Wilfried, il se porte garant pour Jensen et ses associés. Il accepte alors de les financer, mais sur un ton encourageant. Il leur dit quand même, si vous perdez mon argent, je vous bute. Voilà, le message, il est passé. Don Valentine. Du coup, avec 20 millions de dollars en poche, une vision claire et des compétences hors pair, les 3 amis ont tous les ingrédients pour réussir. Et pourtant, leur premier produit, c'est un échec. Genre un échec cuisant, qui va les laisser à 30 jours de la banqueroute. Pour leur première carte, la NV1, les gars, ils voient les choses en grand. Et sur le papier, elle est hyper attractive. On peut faire de la 2D et de la 3D, c'est une première pour l'époque. Il y a la possibilité de faire du traitement vidéo et audio. Pareil, c'est une exclusivité. On a un port périphérique pour y brancher sa console. Et cerise sur le gâteau, elle est compatible avec la Sega Saturn qui s'apprête à sortir. Mais alors, si la NV1 fait tant rêver que
ça? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Déjà, proposer autant de fonctionnalités coûte cher et tout le monde n'est pas prêt à aligner les billets. En 1995 à son lancement, la NV1 est affichée au prix de 299 $. Une des cartes graphiques les plus chères du marché pour une entreprise qui n'a même pas encore fait ses preuves. À l'époque, le prix d'une carte graphique correcte vaut plus autour de 230 $. Ensuite, Nvidia commet une erreur stratégique qui leur sera presque fatale. Pour donner un effet 3D à une image 2D, il faut faire ce qu'on appelle du texture mapping. Alors il y a plusieurs façons de réaliser un texture mapping et Nvidia choisit la méthode de la quadratic texture mapping, QTM. Ces formes sont basées sur des surfaces à 4 côtés, souvent courbées. En utilisant cette approche, la NV1 permettait des transitions plus douces entre les pixels. Sauf qu'à ce moment-là, le marché du jeu vidéo et Microsoft en tête s'orientent davantage sur du triangle texture mapping, principalement parce que sont plus simples à calculer et à manipuler mathématiquement. Et donc, Nvidia a sorti une technologie non alignée avec les standards émergents du marché. Ce choix, il a pour conséquence de rendre la NV1 incompatible avec de nombreux clients potentiels et donc d'être exclu d'une grosse partie du marché. Et à cela s'ajoute l'échec financier de la Sega Saturn. Alors, dernière chance pour Nvidia. Et ouais, utiliser comme argument de vente une compatibilité avec une console qui ne se vend pas, ben ça s'appelle avoir le nez creux, ça. Coup dur pour Nvidia, qui arrête dans la foulée les développements de la NV2. Les 3 fondateurs prennent une décision difficile mais nécessaire pour la survie de la boîte. Ils licencient une grosse partie de leur effectif. Voilà, Nvidia passe de 100 employés à 40 employés. Et au moment où Sega a retiré leur commande de NV2, ils donnent quand même 5 millions à Nvidia en guise de compensation. Et ça leur permet de survivre et de développer leur prochain produit, la Riva 128, dont la réussite conditionne la survie de l'entreprise. Soit ils réussissent, soit ils ferment. Et c'est dans ce moment-là que Jensen montre qu'il est un très bon CEO. Ils ont plus le temps, ils ont plus d'argent et pour certains employés, ils ont plus d'espoir. Jensen prononce alors cette phrase qui deviendra le slogan non officiel de Nvidia. Il nous reste seulement 30 jours avant de mettre la clé sous la porte. The role of a leader is not only to point people in the right direction, but it's to motivate them to get there, to give them a vision of the future. Jensen's exceptional at this. Et cette fois, ils ne font pas les mêmes erreurs. Ils se calent sur les standards du marché pour gérer les tâches multimédia. Et surtout, la Riva, c'est une des premières cartes accélératrices 3D grand public, à une époque où le marché était dominé par d'autres acteurs beaucoup plus chers. Et dès sa sortie, c'est un énorme succès. Il y a un avant et un après Riva 128 pour Nvidia, qui renforce du coup sa crédibilité auprès des grands clients, pour le plus grand plaisir des gamers qui apprécient encore plus leur jeu de shoot. L'entreprise passe alors de la banqueroute à 29 millions de bénéfices en 1997. Ça y est, l'entreprise cofondée par Jensen Huang vient de prouver qu'elle était résiliente et qu'il faudra compter sur elle dans la cour des grands. Et c'est exactement dans ces moments que la culture du travail intense a pris forme chez Nvidia. Une journée de Jensen, c'est du 9h minuit et ses ingénieurs ont tendance à l'imiter. Et Jensen ne s'en cache pas. Il rêve Nvidia, il mange Nvidia, il vit Nvidia. Et quand on lui demande quel est son équilibre vie pro, vie perso, il répond ça. You know, oftentimes you also come to the conclusion that as a CEO, not sleeping is a good choice. D'ailleurs, il clame haut et fort à tous ses concurrents que s'ils veulent savoir comment Nvidia se porte, il suffit de regarder le nombre de voitures garées sur le parking le week-end. En 1997, des employés de bureau emmènent même leurs sacs de couchage et leurs enfants au bureau, histoire de passer un peu de temps en famille. Bon, chelou le temps en famille, mais bon. Qui sommes-nous pour juger? Un ancien employé du support technique explique même que c'était habituel de finir à 2h du mat et que l'entreprise ressemblait à une cocotte minute à l'époque. Toujours de l'activité, toujours sur le vif, toujours dans l'action, essayant de suivre leur infatigable leader. Single most important resource is inspiration, it's hope, it's aspiration, it's feelings. And so what leaders do is inspire others and create resources out of nothing. Et pour contraster, au même moment en France, Martine Aubry plaide pour les 35 heures auprès de l'Assemblée nationale. Progrès social et progrès technologique ne sont pas nécessairement antithétiques, mais dans le cas de Jensen, c'est tout vu. Le progrès technologique, c'est sa priorité, et c'est d'autant plus vrai lorsque le cours de son action y est corrélé. Et c'est donc en 1999 que le grand jour arrive, Nvidia entre en bourse au prix de 12 $ l'action. Si vous en aviez acheté à l'époque, vous serez sûrement millionnaire là. L'entreprise a encore plus de visibilité et plus d'argent pour exécuter pleinement sa vision. Le 21e siècle attend Jensen à bras ouverts et Microsoft en tête. En 1999, Nvidia sort une carte graphique révolutionnaire. Elle a marqué un tournant dans l'histoire du jeu vidéo et du rendu 3D. La première d'une grande lignée, la GeForce 256. Elle est souvent considérée comme le premier véritable GPU du monde, un terme inventé par Nvidia pour différencier cette carte des précédents accélérateurs graphiques. Mais pourquoi est-ce qu'elle est si importante? Alors avant elle, les cartes graphiques dépendaient largement du processeur central, le CPU, pour gérer les tâches comme la transformation géométrique et l'éclairage. Avec la GeForce, ces quelques
calculs sont pris en charge directement par la carte graphique, ce qui soulage le CPU et améliore considérablement les performances de jeu. Pour bien comprendre la différence entre CPU et GPU, Jensen les compare à des généralistes et experts. En gros, le CPU est un processeur généraliste, optimisé pour exécuter des tâches complexes et séquentielles. Il gère le système d'exploitation, les logiciels et les calculs, nécessitant une forte logique conditionnelle. Un CPU, lui, possède généralement peu de cœur, 4 à 64, mais très puissant et capable de traiter plusieurs types d'instructions. He is going to paint a picture in the way that a CPU might do it, as a series of discrete actions performed sequentially, one after the other. Le GPU, en revanche, est conçu pour le traitement massif et parallèle. Il possède des milliers de cœurs spécialisés pour des calculs répétitifs et indépendants, comme le rendu 3D. Son architecture, elle permet d'exécuter des millions d'opérations en parallèle. GPU painting demonstration. Ladies and gentlemen, science class is now over! Ça le rend idéal pour le graphisme, par exemple. Plutôt que de calculer un pixel à la fois, on va calculer tous les pixels d'un coup, en même temps. Et donc, avec un GPU intégré, la GeForce 256, elle permet de gérer plus de polygones à l'écran. Et ça ouvre la voie à des graphismes bien plus détaillés. Elle facilite aussi la création de moteurs physiques plus réalistes qui deviendront la norme dans les années suivantes. Et Jensen, il plaisantait pas lorsqu'il a créé Nvidia. Il donne sa vie pour créer des choses qui n'existent pas. Et devinez qui est prêt à payer 200 millions de dollars pour l'intégrer à sa nouvelle console? Xbox. Et ouais, il est loin à l'époque de la galère avec la Sega Saturn là. Vive la Xbox. Et du coup, avec tout cet argent en poche, Jensen, il a enfin les moyens de ses ambitions de conquête. Que la croissance externe commence. Jensen commence à penser plus grand et externalise la croissance de Nvidia. Il rachète plusieurs entreprises, dont Exluna en 2002, pour renforcer son expertise autour du ray tracing. Les GPU positionnent Nvidia comme un expert du temps réel, mais ils sont moins compétents sur les sujets dits hors ligne, utilisés dans les films et les animations. Et donc, avec ce rachat, Nvidia lorgne sévèrement sur un nouveau marché, le cinéma. Il faut comprendre que Jensen Huang a toujours été porté par tenter de prédire le prochain coup. Ne pas se reposer sur l'état de la tech actuelle, mais toujours essayer d'avoir la NV, la next version de la tech qui fait envie. Vous l'avez, Nvidia, NV, envie, Nvidia. Ouais. Nvidia rachète ensuite MediaQ en 2003 pour renforcer leur présence sur le marché des appareils mobiles. De la même façon qu'ils ont réussi à surfer sur l'arrivée des PC, Jensen veut profiter de la vague de l'embarqué. Et même si on sait aujourd'hui que Nvidia ne dominera jamais le marché des GPU mobiles face à des mastodons comme Qualcomm ou Apple, ce rachat a été un premier pas vers la gamme Tegra, qui finira par équiper la Nintendo Switch et des Tesla. Et donc, dans les mêmes années, le trio de fondateurs d'Nvidia, encore présent dans l'entreprise, passe uniquement à deux. Curtis Prime quitte alors l'entreprise pour prendre sa retraite, vivant actuellement dans une villa à 6 millions de dollars en Californie avec un jet privé. Voilà. Quand je vous disais que les actions Nvidia pouvaient vous rendre millionnaire à l'époque, c'était vrai. Et donc, suite à ces rachats successifs, voire même parfois un peu compulsifs, Jensen, avec Nvidia, commence à prendre beaucoup de pouvoir et le département de la justice américaine les assigne à comparaître pour une potentielle violation de règles antitrust. Jensen ici s'en sort bien, cette fois-ci, mais Nvidia est dans le viseur des régulateurs et on le verra plus tard, l'Europe le tient à l'œil aussi. Mais pour l'heure, vous l'aurez compris, Nvidia et Jensen en tête passent à l'offensive. Le sujet n'est plus de savoir comment assurer sa survie, mais comment conquérir des nouveaux marchés. Et quoi de mieux dans ces cas-là que de laisser le marché venir à soi? On est en 2006 et Jensen Huang se demande comment faire pour toujours gagner plus d'argent. Enfin, pour aider à résoudre plus de problèmes dans le monde. Le cancer, le climat, tout ça quoi. Devenir le meilleur, déjà fait. Racheter les concurrents, déjà fait, sauf un, AMD. Conquérir de nouveaux marchés, oui, mais comment? L'idée est simple. Même si Nvidia est devenu expert dans les cartes graphiques, sa vraie force réside dans l'accélération des calculs. Or, ces calculs ne sont pas réservés aux développeurs de jeux vidéo et la parallélisation peut servir à beaucoup d'autres usages que la modélisation 3D. Ouais, vous me voyez venir là ou pas? Pas encore? Un peu? Jensen, il va appliquer la stratégie du je ne sais pas vers quoi pivoter, faites-le pour moi s'il vous plaît. Et cette stratégie passe par deux changements fondamentaux. D'abord, Jensen décide de rendre ses GPU programmables pour donner plus de liberté aux utilisateurs. C'est une nouvelle génération de cartes, les General Purpose GPU. Petit à petit, l'oiseau commence à faire son nid en dehors de la communauté du jeu vidéo jusqu'à un chimiste, Todd Martinez, qui va programmer un GPGPU pour faire tourner plusieurs scénarios de modélisation moléculaire. Complètement bluffé par la puissance du calcul, il réussit à faire en quelques mois l'équivalent d'une vie de recherche. Poétiquement, Jensen appelle désormais ces GPGPU des time travelers, puisqu'ils accélèrent le temps et nous rapprochent du futur. Il a pas mal progressé en communication, le coco, depuis son pitch là devant Don Valentine là. Du coup, les GPGPU commencent à toucher de nouveaux scientifiques. C'est top, mais le langage de programmation utilisé est trop orienté graphisme pour vraiment populariser son usage. Alors Nvidia va faire un move peu intuitif a priori, mais qui va s'avérer crucial dans leur conquête du monde. Ils vont faire du software. You have to know the moment and know why it's important and prioritize it right. I am a master at knowing when that moment is today.
En informatique, on distingue généralement les couches basses, qui sont proches du matériel, du hardware et du langage machine. Des couches plus hautes, qui sont plus proches du langage humain et des interactions utilisateurs. Les entreprises spécialisées dans le matériel, comme Nvidia, créent rarement des logiciels, des softwares, dans les couches les plus hautes. Typiquement, elles développent une couche logicielle juste au-dessus du matériel, appelée pilote ou driver, qui permet aux autres logiciels d'interagir avec le matériel via une interface standardisée. Et donc, ces entreprises, elles montent rarement dans les couches logicielles plus élevées. Et donc, si on reprend le chimiste de tout à l'heure qui souhaitait programmer la carte graphique pour faire tourner ses simulations, il doit sortir son chapeau d'aventurier et aller faire des fouilles dans les couches basses. Sauf que plus on descend, moins c'est facile de comprendre et plus on met de temps à développer. Donc, si Nvidia veut pousser une adoption massive de ces GPU, ils doivent absolument trouver un moyen d'en simplifier l'accès. Et comme on peut résoudre n'importe quel problème d'engineering en ajoutant une couche d'abstraction, c'est exactement ce qu'ils vont faire. En 2007, impulsé par Jensen, ils sortent CUDA, un middleware qui permet désormais aux scientifiques du monde entier de programmer des GPU en C++, un langage de haut niveau largement démocratisé. Et ça marche. Non seulement le domaine du jeu vidéo progresse avec le ray tracing, mais les GPU accompagnant plein d'autres domaines allant de l'astrophysique à la mécanique des fluides, en passant même par la finance avec le trading algorithmique. En 2024, il a même donné une interview où il explique que cette décision qu'il a prise en 2007 sur la création de la plateforme CUDA est potentiellement l'une des inventions les plus importantes de l'informatique moderne. Et la stratégie de Jensen, elle commence à porter ses fruits. Et plutôt que d'essayer de prédire le futur, il permet aux autres de l'écrire. Parce que l'une de ses croyances profondes, c'est que le monde continuera d'innover sans qu'il soit possible d'imaginer les formes et la puissance de ces innovations. Et que le job de Jensen, c'est de se mettre au service des ingénieurs en créant des architectures, des produits qui leur permettent d'inventer comme jamais auparavant. En gros, vendre des pioches aux chercheurs d'or plutôt que de chercher de l'or. Et en 2012, toc toc, qui voilà, c'est l'explosion du deep learning. L'épicentre du deep learning, elle se trouve dans un bureau exigu de l'université de Toronto où le professeur Geoffrey Hinton et ses étudiants Alex Griveski et Ilya Stutzkefer se préparent à la fameuse compétition ImageNet. Cette compétition repose sur une immense base de données qui contient plus de 14 millions d'images classées en plus de 20 000 catégories d'objets et d'animaux. L'objectif est de développer des algorithmes capables de classifier et détecter correctement ces objets. Ils ont une conviction. Les réseaux de neurones profonds peuvent révolutionner la vision par ordinateur, mais ils se heurtent à un mur. Les CPU sont trop lents, incapables de supporter la complexité de leur modèle. Alors ils prennent un pari risqué. Plutôt que de s'appuyer sur l'infrastructure classique, ils décident d'utiliser CUDA pour programmer des GTX 580. Alors c'est une audace totale. Personne à l'époque ne pense que ces processeurs dédiés aux jeux vidéo peuvent être utilisés pour accélérer l'apprentissage des machines. Le jour de la compétition, le verdict tombe. Leur modèle AlexNet écrase la concurrence. 15,3% d'erreurs contre 26% pour le deuxième meilleur modèle. Un séisme dans les couloirs de la recherche en IA, c'est la stupéfaction. Ce qui était jusqu'ici une intuition devient une évidence. Les GPU sont l'avenir de l'apprentissage machine. Quelques mois plus tard, Google embauche Hinton et ses étudiants et les grosses boîtes de la tech comme eBay, Twitter ou Shazam se tournent toutes vers les GPU. Quant à Nvidia, ils ne peuvent pas passer à côté de cette opportunité. Et même s'il apparaît évident aujourd'hui que c'était la bonne chose à faire, à l'époque, ça restait un pari risqué, parce que ça veut dire qu'ils s'éloignent de leur expertise principale, de leur niche bien confortable de jeux vidéo pour aller vers un monde encore incertain. Et donc dépenser de l'argent, recruter de nouvelles compétences et découvrir un domaine qui leur est totalement inconnu, ça fait poser des questions. Alors pourquoi est-ce qu'ils y sont allés? Parce que ils avaient les bonnes personnes à leur côté. Chris, le chef des opérations, il veille depuis le début à ce qu'Nvidia construise des équipes hors du commun. Ces équipes ont non seulement une excellente capacité d'exécution, une force de travail délirante, mais surtout, ce sont des clutch players. Ce sont des personnes qui, peu importe la pression, peu importe l'enjeu, mettront le 3 points décisif au buzzer. La stratégie importe peu, l'important c'est de mettre des paniers. Et ça tombe bien parce que dans leur team, il n'y a que des Michael Jordan. Alors ils ont construit la meilleure équipe du championnat jusqu'à ce que Jensen ait enfin l'étincelle qu'il attendait. Celle qui vient propulser la mission de Nvidia et la sienne sur cette terre par la même occasion. L'Accelerate Computing au service de la prochaine révolution industrielle. L'intelligence artificielle. Je fais pas une vidéo sur Jensen pour rien quand même parce qu'on parle d'IA quoi. On est en 2016 et Jensen livre en personne le tout nouveau bébé de Nvidia à une petite entreprise au nom confidentiel d'OpenAI. C'est Elon Musk qui fait alors partie du board qui reçoit le colis au doux nom de DGX1. Plutôt que de laisser ses clients galérer avec des pièces détachées, Nvidia a packagé une solution plug and play pour le deep learning. Dans une DGX1, il y a 8 GPU Nvidia Tesla P100, 16 Go de mémoire HBM2 par GPU, soit 128 Go au total, 170 teraflops de puissance en deep learning, CPU Intel Xeon, mais tout l'intérêt est dans les GPU, interconnexion NVLink, communication ultra rapide entre les GPU. Et donc après les General Purpose GPU et CUDA, Nvidia se positionne comme le meilleur ami du nouveau métier le plus sexy du monde, les data scientists. La DGX1 sera adoptée par énormément d'entreprises comme Google, Meta ou Tesla. En plus de fournir une solution clé en main, Nvidia réalise également une belle marge puisque la DGX elle est vendue pour la modique somme de 129 000 $, ce qui est bien plus rentable que de vendre les GPU à l'unité. Bon, les DGX c'est bien sympa. Packager quelques GPU dans une grosse boîte c'est cool, mais si Jensen se met à livrer et installer chaque unité, ça ressemble pas tout à fait à un passage à l'échelle.
l'échelle. Non, ce qui serait vraiment cool, ça serait d'avoir une armée de DGX, toutes bien rangées dans des beaux racks, et mettre ça dans des gros hangars pour permettre à des gros cloud providers de faire plein de gros calculs. Bon, ça s'appelle pas un gros calculateur, mais un super calculateur. Et Jensen est convaincu que les data centers sont devenus les ordinateurs les plus importants du monde, avec l'arrivée du cloud computing. Il a déjà compris que les applications liées au machine learning et au data processing en général auront besoin d'énormément de puissance et que la notion d'ordinateur ne s'arrête pas à un seul serveur, mais à une flopée d'entre eux. Mais il a aussi compris qu'avoir les meilleurs serveurs ne suffisent pas à faire un bon supercalculateur. Imaginez une course de relais, un 4x400 mètres par exemple. Pour espérer gagner, il faut deux choses. D'abord, de bons athlètes qui sont capables d'aller très vite sur le segment demandé. En gros, ça, ce sont nos DGX, les coureurs. Mais le plus important, c'est d'assurer les transitions. Parce que ça sert à rien d'avoir les sportifs les plus rapides si à chaque passage de relais, le témoin finit par terre. Et dans notre cas, le témoin, c'est le réseau. C'est lui qui va permettre d'avoir à la fois une grosse bande passante et une petite latence. Bon, l'analogie, elle est pas parfaite parce que les courses en relais, elles sont séquentielles et que le processing est distribué, mais ça suffit pour comprendre l'essentiel. Si le réseau est un facteur limitant, les serveurs les plus rapides du monde ne servent à rien. Sauf qu'à Nvidia, ils ont aucune expertise réseau et data center. Walou, nada, rien, que dalle. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas les compétences en interne et qu'on a beaucoup d'argent? Bah d'abord, on regarde ailleurs. En l'occurrence, du côté de la Silicon Wadi en Israël. Je vous laisse deviner ce que Wadi veut dire en hébreu. Ensuite, on ouvre une grosse mallette avec des billets, une super mallette dans notre cas, et on achète Mellanox pour 6,9 milliards de dollars. C'est énorme. Et il n'y avait pas que Nvidia qui voulait racheter cette entreprise. Il y avait aussi Intel qui, eux, ont fait juste une offre à 6 milliards de dollars. Ils sont passés à ça de réussir, quoi. Les modèles d'IA étaient déjà présents dans notre quotidien depuis longtemps, comme la recommandation vidéo sur YouTube, par exemple. Mais l'arrivée de ChatGPT a déclenché un tsunami d'usage en tout genre. Et comme tous les computes mènent à Nvidia, vous avez toutes les routes mènent à Rome, toutes les computes mènent à Nvidia. Jeu de mots, non, oui, dites-moi en commentaire. Le cours de l'action, il explose complètement, jusqu'à la placer sur le podium des entreprises les plus valorisées en 2025. Entre les brainstorming à Denise en 1993 et la capitalisation en 2025, Jensen réalise une ascension hallucinante, du jamais vu dans l'histoire. D'ailleurs, quand l'action de Nvidia a passé la barre des $100 en 2017, Jensen s'est fait tatouer le logo de l'entreprise sur le bras. Un move encouragé par ses employés de l'époque, censé souligner le caractère audacieux et son dévouement évident pour l'entreprise. Perso, moi je pense qu'il voulait juste flexer et faire le mec avec ses biceps. Forcément, quand on a des millions, on a l'argent pour se payer des prots et un coach. Et... me jugez pas, ok? Et du coup, jamais une entreprise de semi-conducteurs n'aura été aussi sexy. D'ailleurs, c'est plus qu'une entreprise qui design des GPU. On l'a vu, Jensen et sa vision ont permis à Nvidia de s'imposer comme leader incontesté du processing et de l'infrastructure IA. Ils ont également compris très tôt que la développeur expérience est déterminante dans l'adoption et l'utilisation de leur infrastructure. En développant QDNN et en intégrant dans des frameworks comme TensorFlow ou PyTorch par exemple, ils s'assurent non seulement d'optimiser la performance de leur hardware, mais ils font également en sorte d'aiguiller le compute vers leur machine plutôt que celle des concurrents potentiels. Et on le verra plus tard, mais leur monopole sur les GPU commence à faire grincer des dents. Et encore plus lorsque Jensen étend son influence à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA. Ils ont déjà le monopole des couches basses avec les GPU et supercalculateurs. Mais cerise sur le gâteau, ils s'attaquent désormais aux couches les plus hautes. Je vous rappelle que Jensen n'est pas fan de la concurrence. Il préfère s'attaquer au marché de 0 billion de dollars, lui. En gros, une manne financière encore inexplorée. Et comment est-ce que Jensen voit l'avenir? Avec des robots partout. Voilà, c'est ce qu'il appelle le physical AI. Mais ces petits R2D2, il faut bien les entraîner. Les faire tourner sur des GPU Nvidia, c'est bien. Mais pourquoi ne pas aller plus loin et créer leur propre modèle de fondation dédié aux robots? C'est exactement l'objectif, par exemple, de Cosmos. Une fois combiné à Omniverse, leur plateforme de modélisation 3D, ça permet de simuler des environnements ultra réalistes pour préparer les robots à la vraie vie. Vous voyez, on est loin de l'époque où ils fabriquaient juste des GPU comme des gros geeks. Là, maintenant, ils développent vraiment des logiciels pour assister au développement de tout un nouveau pan technologique. Et comment savoir que Jensen mise tout sur le futur de la robotique? Parce qu'il y investit jusqu'à sa progéniture. Son fils, Spencer Wang, est directeur produit en robotique et sa fille Madison fait du marketing sur Omniverse. Jensen, il prépare sa relève et la dynastie Wang se met doucement en place. Mais avant de laisser sa place, Jensen, il a une dernière surprise pour révolutionner notre quotidien, l'IA locale. Il souhaite permettre à tout le monde d'avoir un AI supercomputer à la maison. Un peu comme avant, quand il pensait que les GPU pouvaient devenir de plus en plus grand public pour aller jusque dans le salon de chaque personne, il pense que l'IA va pas juste rester scindée dans des supercalculateurs, mais va se déplacer en local dans les maisons aussi. Et donc la technologie, elle est folle, les opportunités aussi. Mais imaginez 2 secondes le monopole. Ils concentrent la majorité du compute IA dans le monde à travers leurs supercalculateurs. Ils savent développer des modèles et les entraîner à moindre coût. Il y aura un jour autant d'IA locale Nvidia que d'ordinateurs sur nos bureaux. Et si un multiverse doit exister, c'est sur leur moteur 3D qui reposera. Et évidemment,
évidemment, il y a aussi la course à l'informatique quantique qui lui tend les bras. Et si personne ne rentre dans la course et vite, ils seront bientôt beaucoup plus puissants que Microsoft, Apple et Intel réunis. Jensen ne sera plus le seul à avoir Nvidia dans la peau, ce sera l'humanité tout entière. Le problème pour Jensen, c'est qu'il y a des gens qui vont pas le laisser faire, à commencer par les autorités de régulation. Il y a quelques années, Jensen Huang rachetait des boîtes à tour de bras, frôlant déjà un veto du département de la justice. En 2022, cette fois, les régulateurs américains, européens et chinois bloquent comme un seul homme un deal à 66 milliards de dollars. L'heureux élu ARM, une entreprise britannique qui conçoit des processeurs et vend ses licences à Apple, Qualcomm ou Samsung. Si vous avez un smartphone, il y a 95% de chances qu'il tourne sur une architecture ARM. C'est la seule brique qui manque à Jensen. Nvidia ne fabrique pas de microprocesseurs, non. Avec ce rachat, Jensen aurait donc fait d'une pierre deux coups. D'une part, il réduit sa dépendance aux processeurs Intel pour ses supercalculateurs IA, et d'autre part, il prend un contrôle inédit sur le marché des CPU, en imposant des prix salés. Apple, Qualcomm et consorts ont donc poussé un ouf de soulagement quand ils ont vu que Nvidia n'allait pas pouvoir acheter ARM. Mais pour les clients de Nvidia, la facture ne cesse de grimper, et la boîte est devenue la bête noire des directeurs financiers. De la même façon que Free a bouleversé les télécoms en cassant les prix, tout le monde attend maintenant un challenge capable de secouer le géant vert. Et la menace la plus sérieuse, elle pourrait bien venir de son entreprise cousine, AMD. Quand je dis cousine, c'est pas juste une façon de parler. Lisa Su, la PDG d'AMD, ici avec qui j'ai pu faire un selfie, c'est la cousine éloignée de Jensen, d'origine taïwanaise elle aussi. AMD est certainement le concurrent d'Nvidia le plus sérieux. Les deux entreprises se tirent la bourre depuis le début, sur le marché du jeu vidéo comme celui de l'IA. Imaginez les repas de famille entre les deux là, entre Jensen et Lisa. Bonne ambiance. Et AMD a un positionnement milieu de gamme comparé à Nvidia, mais avec un rapport qualité-prix bien plus intéressant. Comme on l'a vu avec CUDA, la conquête du marché passe surtout via les couches hautes du logiciel. Et là où CUDA est propriétaire, AMD a pris la décision stratégique de rendre leur équivalent ROCm open source. Et si les communautés IA s'emparent du sujet, travaillent à intégrer davantage ROCm dans les frameworks, AMD pourrait donc devenir une alternative sérieuse à Nvidia. Pas mal de clients de Nvidia commencent d'ailleurs à diversifier leurs fournisseurs en privilégiant des architectures mixtes qui incluent à la fois les GPU Nvidia et AMD, pour inclure à la fois CUDA et ROCm. Comme ils sont conscients des sommes monstrueuses qu'ils dépensent en compute, pas mal d'entreprises comme Facebook, Google et même OpenAI décident d'investir sur le long terme pour réduire leur dépendance et ont chacun des initiatives dans le design du hardware. D'abord, tout ce beau monde est sujet aux mêmes risques et aux mêmes limites. Les risques géopolitiques d'abord. Si toutes ces boîtes conçoivent et utilisent les puces, elles délèguent la fabrication à la fonderie la plus puissante du monde, TSMC, Taiwan Semiconductor. Si je résume, les usages dépendent des modèles, qui dépendent d'Nvidia, qui dépendent de TSMC. Or Taïwan, c'est une île au cœur des tensions entre les États-Unis et la Chine. Et une instabilité géopolitique pourrait avoir de grosses répercussions sur l'ensemble des entreprises dépendantes des semi-conducteurs. Ensuite, dans une projection plus long terme, les GPU classiques pourraient aussi être concurrencés par d'autres technologies de compute comme le calcul quantique. Jensen, lui, il anticipe tranquillement cette menace en développant QQuantium, un framework permettant de simuler des ordinateurs quantiques sur GPU. Mais le nerf de la guerre, la limite la plus évidente, ça reste celle de l'énergie. Pour relever tous ces défis, Jensen sait qu'il peut compter sur ses équipes, les meilleurs ingénieurs du monde, triés sur le volet. Il a su insuffler une culture de l'innovation où chacun pousse ses limites. Le principe de se cannibaliser soi-même, déjà utilisé par Steve Jobs, est au cœur de l'entreprise, car Wang le sait. Si on ne se réinvente pas, quelqu'un d'autre le fera. Cette approche se retrouve dans le fonctionnement de Nvidia, où la flexibilité prime. Les ingénieurs et chercheurs ont une grande liberté pour tester de nouvelles idées et repousser les frontières, souvent dans une ambiance qui ressemble plus à une start-up qu'à une grosse machine. L'important, c'est de garder une longueur d'avance, quitte à bousculer les acquis. Toujours la next version. Jensen Huang, lui, incarne cette culture de l'initiative. Proche de ses équipes, il est constamment impliqué dans le développement des produits, jusqu'à cuisiner parfois lui-même des plats peu communs à ses employés quand ils sont en vacances. Ouais, je suis votre meilleur pote. Le problème, c'est que certains employés, ils se sont plaints de cette culture jugée parfois peu orthodoxe, voire même toxique. Depuis le début, Jensen, il a voulu créer dans son entreprise une culture de l'innovation exacerbée, qui peut être stressante. Il exige une organisation plate de l'entreprise, lui permettant d'avoir un retour direct de quasiment toutes les équipes sans passer par des filtres managériaux. On raconte qu'il lit même plus de 100 emails par jour, avec 40 à 60 rapports directs des équipes. Quand certains managers préfèrent par exemple parler de sujets sensibles en privé, lui, on dit qu'il n'hésiterait pas à donner des feedbacks négatifs en public, en suivant l'un de ses mantras, où il dit « Je préfère vous torturer vers la grandeur ». Voilà. Et du coup, même si c'est un moment douloureux à passer pour la personne en train de se faire humilier devant tout le monde en recevant ce feedback négatif, il part du principe que l'erreur permet d'apprendre. Alors pourquoi apprendre seulement de nos erreurs et pas aussi de celles des autres? L'inconfort pour Jensen fait grandir et il ne veut que les meilleurs avec lui. Cette culture d'entreprise, elle a permis à Jensen de relever tous les défis. Il a su transformer son entreprise en un géant incontournable des GPU. D'abord pour le gaming, puis pour l'IA et le calcul haute performance. Son leadership, son audace et son ambition sans limite ont mené Nvidia à dominer plusieurs marchés à la fois. Mais alors que l'IA explose et la concurrence avec, Nvidia
saura-t-elle réinventer son modèle une fois de plus? La révolution industrielle de l'intelligence artificielle sera-t-elle marquée au fer rouge de la dynastie Wang? Alors, en attendant de découvrir si l'IA va sauver des millions de personnes du cancer ou si l'algo de recommandation de TikTok aura raison de l'humanité, continuons de regarder Jensen briller. Do you like my jacket?